Un présumé terroriste a abattu au quartier Kilouin de Ouagadougou. L'individu voulait procéder au recrutement de jeunes à former pour des actes terroristes. L'homme est mort et des suspects ont été arrêtés par les forces de défense et de sécurité. Visite du président du Faso en Italie. À Rome, le chef de l'État a accordé des audiences à des personnalités. Rochmar Christian Kaboré a notamment échangé avec des entrepreneurs italiens intéressés à venir investir au Burkina Faso. Le gouvernement burkinabé a lancé le 11 octobre dernier une opération de renouvellement du parc automobile pour les poids lourds. Une opération qui vient à point nommé au regard de la vétusté des véhicules poids lourds. Comment cette opération va-t-elle se dérouler et quels sont les enjeux? Éléments de réponse dans ce journal. Et notre invité pour en parler est le directeur des études et de la législation à la Direction générale des transports terrestres et maritimes. Actualité à l'étranger, c'est la fin de captivité pour 26 otages asiatiques depuis près de 5 ans en Somalie. Ils ont été libérés ce samedi par les pirates. Ces otages avaient été détenus depuis après une attaque de leur bateau de pêche. Voilà pour la une de ce 20h. Bonsoir, merci de nous suivre. Dans la nuit d'hier à aujourd'hui, la police a abattu un présumé terroriste au quartier Kilouin de Ouagadougou. Cela s'est passé après une course-poursuite entre la police et cet homme qui détenait une grenade et une arme à feu. Et selon la police, cet individu était chargé de recruter des jeunes pour les former au terrorisme. Plus de précisions avec Adama Giti et Monkoun Dabiri. Un corps sans vie, objet de toutes les attentions des patrons de la sécurité burkinabé, mais aussi des populations. Nous sommes au quartier Kilouin de Ouagadougou. La police vient d'abattre un terroriste présumé de nationalité burkinabé après plusieurs heures de poursuite et d'échange de tirs. Hier dans l'après-midi, nous avons eu la collaboration des populations de Yarma qui nous ont fait comprendre qu'il y a des tentatives de recrutement de jeunes pour aller former au nord de notre pays, peut-être même carrément au-delà de la frontière. Et ces recrutements avaient pour but de faire des formations pour revenir s'en prendre à nos postes de forces de défense et de sécurité. Nous avons donc essayé de suivre les traces, ce qui nous a donc conduit à plusieurs domiciles et nous avons débusqué le lièvre que nous avons poursuivi. Et nous sommes en train de rechercher au moins 3 autres personnes, aussi bien ici à Ouagadougou qu'au niveau de Bobo-Dioulasso. Même mort, le terroriste présumé suscite la peur. Le suspect porte sur lui une grenade et un pistolet automatique. Et c'est le génie militaire qui est appelé à la manœuvre pour déminer le corps. Pour cela, tous sont tenus à distance pour minimiser les risques en cas d'explosion. Le danger écarté, la police scientifique procède à l'analyse du corps sous le regard du procureur du Faso. Pour l'instant, l'enquête est à ses débuts. Nous sommes en train de travailler ensemble avec toutes les forces de défense et de sécurité pour recueillir le maximum de preuves et d'éléments et retrouver surtout les complices. Des recruteurs, les forces de l'ordre disent saisir un véhicule et un sac contenant des téléphones portables. Autant d'éléments qui devront permettre de remonter le fil du réseau. Pour l'heure, la police est à la trousse d'éventuels complices. Bon, quelques éléments également ont été appréhendés et tout cela, comme on a dit, il faut éviter d'en dire trop. Et ceux qui doivent être entendus le seront. Ce qu'on doit rechercher, toutes les forces de défense et de sécurité sont à leur trousse. La situation est sous contrôle, rassure Simon Compaoré, qui promet de donner de plus amples informations sur la question. Toutefois, le ministre Compaoré reste convaincu que seule la collaboration de tous permettra de venir à bout du terrorisme. Justement, de plus amples informations ont été données par le gouvernement ce soir à travers un communiqué. Le gouvernement qui précise que les forces de défense et de sécurité ont démantelé un réseau de recrutement destiné à alimenter des filières terroristes dans la sous-région et au Burkina Faso. Durant cette opération, elles ont essuyé des tirs et dans la riposte, un assaillant a été abattu tenant en main un explosif et un pistolet. Le procureur du Faso, accompagné du ministre d'État en charge de la sécurité intérieure,
est allé faire le constat d'usage. L'opération a permis l'arrestation de suspects et l'enquête sur son cours. Cette opération a été menée grâce à la vigilance des populations de Yarma dans la commune de Ouagadougou. Le gouvernement les félicite pour leur collaboration et appelle toutes les populations à entrer en contact avec les forces de défense et de sécurité au numéro 16 et 17 en cas de comportement suspect. Le gouvernement félicite également les forces de défense et de sécurité pour leur professionnalisme. Dans la suite de ce journal, on s'intéresse à la visite du président du Faso au Vatican. Le chef de l'État y a rencontré la fraternité ecclésiale des Burkinabés de Rome. Aux membres de cette communauté, Roch-Marc Christian Kaboré a fait le point de la situation sociopolitique au Burkina Faso. Il a aussi écouté les préoccupations de cette communauté. Le point des échanges avec Yacouba Gamene et Marguerite Douaniou. Vérité, justice, réconciliation, mais aussi sécurité interne et externe, développement. Ce sont les sujets abordés par le président du Faso à cette rencontre avec la fraternité ecclésiale des Burkinabés de Rome. Roch-Marc Christian Kaboré a surtout insisté sur la question de la justice qui est une priorité pour la réconciliation que les Burkinabés de l'intérieur et de l'extérieur appellent de tous leurs vœux. Sur le plan de la justice, nous avons dit et répété que sur tous ces dossiers, la justice et le droit seront dits. Nous avons dit que nous devons aller à la réconciliation, mais après qu'il y ait eu vérité, qu'il y ait eu justice. Nous avons dit que nous devons éviter de faire de la justice sommaire, parce que nous sommes dans un état de droit. Nous avons décidé ensemble de bâtir un état de droit et de respecter les règles de cet état de droit. Et cela me semble en tout cas important à redire. Sur l'ensemble de ces dossiers, je voudrais dire simplement que concernant le dossier du coup d'État, les différentes informations et communications qui ont été faites par les juges nous montrent que ce sera un dossier qui sera en tout cas débuté avant la fin de cette année. La communauté ecclésiale a suivi avec attention l'exposé du chef de l'État sur la situation nationale. Le président du Faso a aussi écouté les préoccupations évoquées par la FEBUR et apporté des réponses aux questions posées. Dans son intervention, il a parlé de la question de la vérité, qu'on ne peut pas enjamber des morts pour aller directement vers la réconciliation. Et je pense que c'est fondamental. Notre prière, c'est que nous puissions ensemble mettre dans la main, bâtir le Burkina Faso pour plus de prospérité, plus de réconciliation, plus de paix. Et bon, moi j'avais une autre inquiétude au niveau de la sécurité, voilà, interne comme externe, vu les attaques qu'on a dû enregistrer ces derniers temps-là. La fraternité ecclésiale des Burkinabés de Rome regroupe les prêtres diocésains, les religieuses et religieuses et les laïcs burkinabés en mission à Rome. Et on apprend que les entrepreneurs italiens sont intéressés à venir investir au Burkina Faso. Le sujet a été au centre des échanges entre ces entrepreneurs et le chef de l'État à Rome. Autre personnalité reçue par le président du Faso, le consul honoraire du Burkina en Italie du Sud et le directeur général de la FAO. Le point de toutes ces audiences avec Yacouba Gamene et Marguerite Douaniou. Le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation est un partenaire important du Burkina Faso. Le gouvernement burkinabé s'est fortement engagé dans l'agriculture et l'élevage comme secteur clé de développement au profit de la jeunesse burkinabé. La rencontre entre le président du Faso et le premier responsable de la FAO a permis de parler de ce partenariat pour le développement rural. Pour nous, la FAO contribue à travers l'ensemble des conseils qu'elle nous donne, non seulement pour la récupération des sols, pour l'amélioration de la production, et cet encadrement est important et fondamental pour nous. Nous les avons invités également à participer à la table ronde sur le programme national de développement économique et social qui aura lieu les 7 et 8 décembre de cette année donc à Paris. Le directeur général de la FAO, José Graciano da Silva, affiche la volonté de l'organisation à poursuivre les relations de partenariat avec le Faso et à soutenir davantage le gouvernement burkinabé. We accepted to
Nous avons accepté également de participer avec la réunion de la table ronde des partenaires à Paris 7 et 8 décembre prochain. Et nous avons également accepté d'organiser la cérémonie de clôture de l'année internationale des légumineuses au Burkina Faso fin janvier, début février. L'agriculture est le domaine de prédilection des Burkinabés du sud de l'Italie. Aussi, le consul honoraire du Burkina Faso dans cette partie du pays souhaite-t-il voir la coopération entre le Faso et l'Italie se renforcer dans ce secteur. Je pense que l'agriculture et l'énergie sont les domaines les plus importants. Concernant ma circonscription consulaire, je pense que le chef de l'État aurait la chance de venir vraiment donner une impulse dynamique à tous les Burkinabés et leur faire sentir l'orgueil, encore une fois, d'être Burkinabés à Naples comme dans l'Italie du Sud. Il y a en Italie des jeunes Burkinabés très dynamiques qui font un véritable travail de lobbying pour attirer des investisseurs au Faso. Madissa Kandé et Cléophas sont venus à la rencontre du chef de l'État burkinabé en compagnie d'opérateurs privés qui sont intéressés par des investissements au Faso. Le domaine sur lequel on a parlé, c'est l'énergie, c'est l'eau, le financement, la formation des jeunes. Voilà, ça, ce sont les domaines sur lesquels et la collaboration entre les petites et moyennes entreprises italiennes avec les petites et moyennes entreprises burkinabées, parce que, vous savez, l'Italie a une culture liée à la petite et moyenne entreprise. L'économie italienne est soutenue par la petite et moyenne entreprise, donc ils ont un know-how qu'ils peuvent apporter au Burkina, donc dans ce sens. Quant au sénateur Isro Chilipoti, il est venu évoquer avec Rochma Christian Kaboré un renforcement de coopération entre l'Italie et le Burkina Faso. Dans l'actualité également, le Burkina Faso était à l'honneur à Bruxelles à l'occasion du Rebranding Africa Forum. C'est un forum qui regroupe des investisseurs pour parler du développement du continent africain. L'événement était à sa 3e édition cette année. Il a été un cadre pour le Burkina Faso d'exposer ses potentialités en vue d'attirer des investisseurs. Le clou de ce forum a été la journée consacrée au Burkina et dénommée Burkina Faso is back. On en sait davantage avec Jacques Lamissa Tarpaga. Burkina Faso is back. Après l'insurrection et le renouveau démocratique, le pays se lance dans une renaissance économique. À ce forum à Bruxelles sur l'industrialisation des États africains, le Burkina Faso est en bonne place pour attirer les investisseurs. C'est le lieu également, dans ce discours du président du Faso prononcé par le ministre des Affaires étrangères Alpha Bari, de rappeler au Bercail les investisseurs nationaux qui s'étaient délocalisés. Cette journée spéciale intitulée Burkina is back nous offre l'opportunité de présenter les nombreux atouts de mon pays en phase de renaissance économique après le renouveau démocratique consécutif aux élections présidentielles et législatives du 29 novembre 2015. Je voudrais également dire à tout ce beau monde des hommes d'affaires que le Burkina is back. Ça veut dire que les hommes d'affaires burkinabés doivent être aussi de retour. Je sais que les dernières années n'ont pas été faciles. Certains en ont profité pour s'installer ailleurs. Et c'est même très bien que le Burkina s'exporte. Mais le Burkina aussi a besoin de vous. Et donc le Burkina is back. Vous aussi soyez de retour dans votre pays. On attend vos investissements. Tous les projets de développement du Burkina Faso sont présentés ici. La ministre de l'Économie et des Finances passe en revue les grands axes du PNDS, le Plan national de développement économique et social. Et tour à tour, les ministres du Commerce et de l'Énergie montrent les atouts du Burkina pour les investisseurs. L'Agence de promotion des investissements fait aussi une cour assidue aux investisseurs à travers cet exposé. Plus concrètement, le Burkina Faso obtient un protocole d'accord avec la Chambre de commerce de Belgique, Luxembourg et du groupe ACP, Afrique, Pacifique, Caraïbes. Le Burkina Faso espère que des relations de partenariat vont se tisser. Ça peut être des relations commerciales, ça peut être des relations qui vont jusqu'à des partenariats pouvant amener la mise en place d'unités industrielles. Ça peut être des partenariats techniques qui consisteraient à ce que des experts viennent au Burkina, par exemple, pour des travaux bien précis. Donc c'est un partenariat multiforme qui ne demande qu'à être exploité par les hommes d'affaires de notre pays. L'intérêt de cette rencontre, c'est d'abord double. Pour le Burkina Faso, l'économie burkinabé aujourd'hui, de dérouler la vitrine de notre pays
pour donner une visibilité à l'extérieur sur les possibilités qu'offre le Burkina dans le domaine de l'investissement productif et structurant. Je crois que nous sommes un pays assez stable aujourd'hui, capable de créer les conditions pour que les entreprises étrangères viennent s'épanouir au Burkina Faso. Afin de marquer leur engagement auprès du Burkina Faso, les investisseurs sont invités par le ministre des Affaires étrangères à la table ronde des bailleurs de fonds début décembre à Paris, en France. Le Forum économique international s'est tenu du 21 au 22 octobre dans la capitale française. Le Burkina Faso était également le pays invité d'honneur à ce rendez-vous de l'entrepreneuriat et des affaires. Des tables rondes sur des thèmes d'intérêt pour les pays en voie de développement étaient au menu du Forum économique international de Paris. Le point avec nos envoyés spéciaux Jean-Eudes Bayala et Abdelaziz Yagibou. Dans un contexte mondial marqué par une libéralisation de l'économie assortie d'une dynamique entrepreneuriale à forte valeur ajoutée, les pays en voie de développement, notamment ceux d'Afrique, peinent à s'affirmer. Commerce intra-africain peu développé, économie numérique ou e-commerce également, manque de soutien financier aux initiatives porteuses, autant de défis au cœur de ce troisième forum économique international de Paris. À ce forum, porté par le groupement international des femmes actives pour l'économie, le développement de l'entrepreneuriat et le leadership, plusieurs panélistes experts en entrepreneuriat tracent les voies de réussite, ce sous l'oreille attentive d'acteurs économiques venus de plusieurs pays d'Afrique et d'Europe. Le continent africain est le plus riche et les Africains sont les plus pauvres. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il va falloir qu'on rebatte les cartes des partenariats avec les multinationales, avec les sociétés, les partenariats qui ont été signés avant les indépendances et qui ont toujours cours. C'est un rendez-vous de facilitation et de création d'opportunités d'affaires qui fait mention spéciale au Burkina. Un salut qui s'est traduit par le choix de l'opérateur économique Apollinaire Compaoré comme coparrain de l'événement. Je remercie ceux qui m'ont choisi. Ils ont respecté moi et le Burkina. Il faut que l'État crée une banque d'investissement pour encourager les femmes et les jeunes. Moi aussi, je suis en train de créer. Sur 2 jours, les représentants des pays invités ont droit à plusieurs tables rondes sur des thématiques diverses telles l'économie sociale et solidaire, l'économie numérique et les financements participatifs. Au-delà des réflexions et des cadres B2B, le troisième forum économique de Paris se veut une vitrine pour une visibilité des entreprises participantes qui se dévoilent ici au public à travers des stands d'exposition. Autre point de l'actualité, nous entamons le sujet de ce dimanche consacré au parc automobile pour les poids lourds. Il y a quelques semaines, le gouvernement burkinabé a lancé une opération de renouvellement de ce parc automobile. Cette opération prévoit l'acquisition de 900 véhicules poids lourds. L'objectif principal de cette opération, selon le gouvernement, est la relance de l'économie burkinabé. Comment cette opération va-t-elle se dérouler concrètement? Élément de réponse avec Zoubaviel Dabiré et Monkouna Dabiré. 900 véhicules poids lourds pour le renouvellement de son parc automobile, le gouvernement mise sur l'opération pour la relance économique. Et pour sa réussite, il renonce à près de 30 milliards de francs CFA de recettes fiscales et douanières. Les raisons de ce qui s'apparente à une générosité à l'endroit des transporteurs routiers sont nombreuses. Le Burkina Faso est un pays enclavé. Et dans la latence économique, les autorités tablent donc sur la desserte rapide du fret et des produits de grande consommation. Le transport public routier est le principal pilier de l'économie nationale. Parce que tous les autres opérateurs économiques ne peuvent être compétitifs que si on a un transport qui coûte moins cher. Une dynamique qui devrait jouer sur la concurrence et surtout contribuer à la résolution d'un problème social, la baisse du coût de la vie. Le gouvernement a en bonne place comme préoccupation la baisse des coûts de transport et qui vont impacter sur les prix de revient des marchandises que les Burkinabés consomment. Les camions de transport burkinabés ont plus de 20 ans d'existence selon les techniciens. Ils polluent l'environnement et détruisent le réseau routier. Des problèmes de développement que l'opération devra résoudre. Nous avons toujours en circulation en matière de transport de marchandises plus de 6% de camions qui ont plus de 30 ans
et qui circulent. Et ce sont des camions qui sont fréquemment en panne sur les grands axes. Les accidents sont récurrents sur les routes burkinabées. Au-delà de ces gros transporteurs, le gouvernement vise la modernisation de tout son parc automobile. L'échéance est fixée à 2019. Et pour faciliter son financement, un fonds pérenne pourrait voir le jour. Il est prévu à terme d'impliquer d'abord les taximans. Deuxièmement, les transporteurs, voyageurs, les petits véhicules de 9, de 10 à 30 places. Ensuite, les transporteurs 30 à 60 places. L'opération concerne les transporteurs publics. Pour son fonctionnement, une équipe regroupant tous les acteurs de la chaîne de transport est mise en place. Et les premières acquisitions sont prévues pour février 2017. À présent, jetons un regard sur l'état actuel du parc automobile pour les poids lourds au Burkina Faso. C'est un parc vétuste, selon le constat fait par une de nos équipes. C'est dit donc que l'opération de renouvellement de ce parc automobile vient à point nommé pour les acteurs de ce domaine. Plus de précisions avec Zoubaviel Dabiré et Nyarkiteda. Le parc des camions gros porteurs du Burkina Faso est caractérisé par sa vétusté. 20 ans, c'est l'âge moyen de ces camions qui assure la desserte du Burkina Faso en marchandises. Une situation dommageable aussi bien pour les transporteurs que pour l'économie nationale. Depuis la dévaluation, les transporteurs se sont confrontés à une difficulté réelle d'investissement en véhicules neufs. Donc je parle de 93-94. Donc jusqu'en 2012 pratiquement, à laquelle il y a eu une opération de taille qui a autorisé l'importation de 600 camions. Donc quand vous regardez de 94 en 2012, c'est pratiquement presque 20 ans. Donc, mais tout ce temps-là, nous avons continué à importer des véhicules, mais en seconde main. Avec ces difficultés d'importation des véhicules, les transporteurs burkinabés développent d'autres moyens pour rester actifs sur le marché. Des véhicules gros porteurs sont façonnés. D'une capacité de 10 tonnes à l'essieu, certains atteignent 15 tonnes et même parfois plus après modélage. Ce qui pose un problème de conformité avec les tests sous-régionaux en la matière. C'est bien vrai quand vous regardez les véhicules qui ne respectent pas nos normes, notamment la longueur ou largeur du véhicule ou la hauteur du véhicule, ça cause problème. Parce que quand vous croisez un véhicule qui fait 20 mètres et la réglementation dit que le véhicule ne doit pas excéder 16 mètres 50, il y a un problème. Le CCVA, le Centre de contrôle des véhicules automobiles, assure la visite technique de ces camions. Et selon son responsable, les camions poids lourds du parc automobile sont pour la plupart amortis. Nous sommes autour de 30 à 40% pour certains, de taux d'échec à la visite technique. Donc, ce qui prouve effectivement que le parc est vétuste. La mesure gouvernementale apparaît donc comme une bouffée d'oxygène pour tous les acteurs intervenant dans le secteur des transports. Je pense que l'accompagnement visé aujourd'hui au profit des transporteurs, c'est le respect des engagements même d'abord de l'État. Parce qu'au niveau de l'application du règlement 14, le gouvernement s'est engagé à accompagner progressivement les transporteurs pour le renouvellement du parc. Avant l'acquisition des premiers camions, groupements de transporteurs et autorités conviennent d'une synergie d'action pour atteindre les objectifs de l'opération. Booster l'économie nationale par une desserte rapide des produits de grande consommation et surtout l'approvisionnement continu du pays en hydrocarbures. Et pour aller plus loin sur ce sujet, nous recevons M. Mamadou Sampaligré. Il est le directeur des études et de la législation à la Direction générale des transports terrestres et maritimes. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, on l'a un peu évoqué dans les reportages précédents, mais dites-nous quels sont véritablement, à quoi va consister donc cette opération-là? Alors, merci bien, madame. Avant de répondre donc à votre question, je voudrais vraiment remercier donc la RTB pour cette opportunité qu'elle offre, n'est-ce pas, donc au ministère des Transports, donc de faire la lumière ou donc de donner plus d'éclairage donc sur comment cette opération donc sera menée et partant donc de l'action gouvernementale en général. Alors cette opération, pour rappel, a été autorisée par le gouvernement par décret pris donc le 8 juillet 2016. Et qui autorise donc l'importation de 900 véhicules en tout, dont 400 véhicules hydrocarbures, 400 véhicules marchandises et 100 véhicules porte-conteneurs. Alors l'objectif, il est clair, c'est donc procéder donc à un renouvellement graduel donc du parc
et bien entendu quand on sait la situation d'enclavement et donc de pays de l'Interland, comme on le dit donc pour le Burkina. Alors, 2019, c'est le délai que le gouvernement se fixe pour la mise en œuvre de cette opération. Est-ce que c'est un délai vraiment réaliste? Oui, disons que cette autorisation a été accordée pour le budget exécution 2016. Mais dans la pratique, les importations ne peuvent pas être effectives après décembre, je vais dire avant décembre 2016. Alors, ce qui est fait, c'est donc de permettre d'opérationnaliser donc cette autorisation-là pour 2016, donc au plus tard le 31 décembre 2016, mais les opérations matérielles d'importation pourraient intervenir donc pour 2 ans, parce que en principe, lorsque l'attestation donc est délivrée aux bénéficiaires, ce dernier a un délai donc de 24 mois pour donc importer les véhicules demandés. Alors, c'est une opération hors taxe, hors douane. Est-ce n'est pas une façon de donner encore de la faveur pour des opérateurs économiques qui ont déjà assez de moyens? Bien, madame, la question elle est légitime. Les représentations, je vais dire, les députés, nous l'ont posé lorsque nous avions soumis dans un premier temps donc, le projet de décret, je vais dire donc la CONFIB. Mais il y a donc des contraintes qui s'imposent au Burkina et qui exigent ou qui nous obligent donc à aller à ça. Il y a que le parc, comme c'est dit dans le reportage, donc, est très vétuste. Il y a que le coût d'exploitation de ces véhicules-là sont répercutés sur donc, le consommateur final que nous sommes. Et il est normal que l'État puisse accompagner donc, les acteurs, d'autant plus que le besoin il est exprimé. Il est exprimé, il est réel. Et on peut légitimement avoir le sentiment qu'on accorde beaucoup plus d'avantages. Mais comme je l'ai dit, il y a des contraintes extérieures, notamment le R14 donc de l'UEMOA. Il y a aussi des engagements internationaux que le Burkina a pris. Je vais parler donc de l'appui budgétaire régional avec la Banque mondiale. Il y a au-delà du tout qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus continuer à exercer à vase clos au Burkina parce que le marché est ouvert et il est compétitif. Et quelle garantie vous pouvez donner quant à la transparence de cette opération? Tout est mis en œuvre, en tout cas au niveau donc, du ministère, pour que cette opération-là soit menée de bout en bout et dans la transparence, en tout cas, qui s'y est. Et pour ce faire, il y a un arrêté, un décret, en plus donc, du décret, donc en application donc, du décret, il y a un arrêté qui a été pris. Le premier arrêté, c'est donc la formalisation d'un comité de suivi de l'opération qui est composé d'un certain nombre d'acteurs. Du ministère des Transports, de la mobilité urbaine, de la sécurité routière, bien entendu, mais aussi du ministère des Finances, notamment la Direction générale du budget, la Direction générale des impôts, l'agent judiciaire, donc Trésor, vous aviez le ministère du Commerce, vous aviez le CCVA, vous aviez d'autres structures qui sont invitées à titre d'observateurs, les transporteurs surtout eux-mêmes qui sont membres donc, de ce comité, mais aussi d'autres structures telles que le CBC, la Chambre de commerce et autres. D'accord, merci M. Zampaligré. Avant de revenir à vous pour la suite de cet entretien, on va rester dans le même registre pour dire que les transporteurs routiers ne sont pas satisfaits de la gestion de leur secteur d'activité. La principale source de leur mécontentement, c'est la gestion du fret au port de Tema au Ghana qui engendre une taxe de 10 000 francs CFA, une taxe jugée illégale par la coalition nationale des organisations professionnelles des transporteurs routiers du Burkina Faso. Les responsables de cette coalition ont animé une conférence de presse hier à Ouagadougou. Mokhtar Ouedraogo et Maxime Zongo. Face aux hommes de médias, les responsables de la coalition des transporteurs routiers ont tenu à dénoncer de vive voix certaines pratiques qu'ils ont qualifiées de mafieuses. Les plus emblématiques, la gestion du fret au niveau des différents ports, l'organisation des transporteurs du Faso-Outraf avec la complicité du Conseil burkinabé des chargeurs CBC serait à la base de leur misère. Nous prendrons en exemple la gestion du fret au port de Tema au Ghana. En effet, arguant de l'existence d'un accord de partage de fret signé entre le Ghana et le Burkina, ce couple a institué un système qui leur permet d'encaisser d'importantes sommes d'argent illicitement au détriment des importateurs, obligés de les répercuter sur leurs marchandises à la distribution. Face à la situation, ils en appellent à la médiation de l'autorité de tutelle, car la situation, à leurs yeux, est devenue insupportable.
Autre source d'inquiétude, la loi relative à l'exonération des droits de douane et de TVA de 900 véhicules. Une mesure, de leur point de vue, qui va contribuer à éliminer les petits transporteurs. En conséquence, la coalition réclame une concertation élargie des acteurs du secteur. Voilà, Monsieur Zampaligré, vous venez de l'entendre, hein, les petits transporteurs ne sont pas pour cette opération qui risque de les noyer selon eux. Est-ce que vous les comprenez? Oui, nous comprenons bien entendu ces acteurs qui posent un problème qui est sérieux, mais comme je l'ai dit, toutes les initiatives qui sont prises au niveau donc, du ministère des Transports se font de manière concertée. Et donc nous n'excluons aucun acteur donc, de la chaîne de transport et de la logistique. Et cette opération, quand on estime qu'elle est faite pour réduire encore davantage les petits transporteurs, je crois que non. Il y a certes des besoins qui sont exprimés et naturellement, il est de l'obligation de l'État de regarder ces petits transporteurs-là parce que parmi eux, il y a bien sûr donc, ceux qui sont de faibles capacités. Et cette opération, elle est faite, en tout cas, je vais dire, les conditions donc, de souscription sont faites de telle sorte à permettre à ceux qui exercent légalement dans le secteur de pouvoir donc souscrire à cette opération. Et pour donc la préoccupation relative donc au port de Tema, je crois qu'ils sont toujours avec nous. Nous menons donc les discussions avec eux et je crois que dans les jours à venir, donc l'accord que le président des syndicats a cité tout à l'heure donc va être révisé. Et je crois qu'ensemble, ces acteurs-là, ils trouveront donc satisfaction dans les initiatives qui sont prises donc à notre niveau. Merci, M. Mamadou Zampaligré, d'être passé nous donner de plus amples informations donc, sur cette opération de renouvellement du parc automobile de poids lourds, une opération lancée par le gouvernement burkinabé. Je rappelle que vous êtes le directeur des études et de la législation à la Direction générale des transports terrestres et maritimes. Autre point de l'actualité, nous parlons du FONADR, le Fonds national d'appui aux travailleurs déflattés et retraités. Les conditions d'accès à ce fonds ont été expliquées aux travailleurs déflattés et retraités de la région du Nord. Des explications faites le vendredi dernier par le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale. Le reportage de Irénée Kaboré et Alidou Alain Savadougou. Les travailleurs déflattés et retraités de la région du Nord sont désormais informés sur l'existence, les conditions d'accès et les modalités d'intervention d'un fonds mis à leur disposition. Ce fonds, dénommé FONADR, est une initiative du gouvernement burkinabé pour réduire le chômage et la pauvreté à travers la formation, l'octroi de crédits et la valorisation de l'expertise et l'expérience des retraités. Pour mieux réussir cette politique, le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale a échangé avec les bénéficiaires de la région du Nord. Il s'agit pour nous de leur donner des informations sur la possibilité qu'ils ont de se faire financer pour des projets productifs, rentables, auprès du FONADR. Ils peuvent obtenir ce financement-là pour travailler à se maintenir, à créer de la richesse. On s'inquiète au niveau de la sélection parce que comme il y a beaucoup de demandes et les fonds sont limités, que peut-être ça nous pénalise nos demandeurs. Quant aux préoccupations posées par les participants, le ministre rassure. Avant la fin de l'année, il y aura une grande réunion au plan national sur la question des retraites. Nous allons convier leurs associations pour qu'ensemble on voit dans quel sens on peut revaloriser un tant soit peu, améliorer surtout les pensions qui sont les plus faibles. La politique du gouvernement sur la protection sociale au profit des acteurs du monde rural a aussi été au cœur des échanges. Après la région du Nord, c'est le Sahel qui va accueillir la délégation gouvernementale pour sa dernière rencontre prévue pour le mois de novembre. À Bobo-Dioulasso, des acteurs de l'écoulement des produits agricoles ont entamé une formation le vendredi dernier. La formation porte sur l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans leur secteur d'activité. Les participants vont se familiariser notamment avec le CIMA, le système d'information des marchés agro-silvo-pastoraux. Hassan Gourabou, Ahadi Sandamba.
C'est une formation axée sur les marchés agro-silvopastoraux. Il s'agit là pour les responsables d'organisation de la production, de la transformation et de la commercialisation de hauts bassins, de se familiariser avec le ciment, à entendre par là le système d'information sur les marchés agro-silvopastoraux. Les gens ont toujours vendu leurs produits avec, je veux dire, les stratégies propres. Mais le ministère apporte également aussi sa contribution. Là, ça permet de formaliser aussi souvent les contrats, de permettre au ministère d'avoir beaucoup plus de données. Toute chose qui leur permettra de se mettre en phase avec les réalités du terrain dans un monde en proie aux technologies de l'information et de la communication. S'il y a un producteur qui a 100 tonnes de maïs qu'il veut vendre, il rentre dans son compte, il lance l'offre de vente de maïs 100 tonnes et je vends les sacs à tel prix. Et celui qui est l'acheteur, qui est aussi enregistré au sein de la plateforme, s'il rentre dans son compte, il voit déjà une offre de vente par le producteur. Et il prend directement la tâche avec la Chambre régionale d'agriculture pour pouvoir rentrer en contact avec le producteur. L'exploitation adéquate de cet espace est donc un atout pour tous en termes de comparaison des offres et mieux, cela s'avère nécessaire pour une meilleure rentabilité des produits agro-silvopastoraux burkinabés. Et ces responsables de la filière serviront de relais auprès des acteurs à la base pour une exploitation efficiente du ciment. Un mot de l'actualité à l'étranger, fin de captivité pour 26 otages asiatiques en Somalie. Ils ont été libérés ce samedi par des pirates. Ces otages avaient été détenus depuis près de 5 ans après une attaque de leur bateau de pêche. Leur libération intervient un an et demi après les négociations. Après 18 mois d'âpres négociations, les pirates somaliens ont libéré 26 otages asiatiques détenus depuis près de 5 ans. C'est la deuxième plus longue captivité aux mains de ces pirates. Ces hommes faisaient partie de l'équipage du bateau de pêche Naham 3 battant pavillon d'Oman, attaqué en mars 2012 par des pirates au sud des Seychelles. Les négociateurs n'ont pas donné de précision sur les circonstances de cette libération. Selon l'organisation Oceans Beyond Piracy, les ex-otages ont souffert de malnutrition, mais sont désormais en sécurité entre les mains des autorités du Galmudug au centre de la Somalie. Mais les combats entre groupes rivaux dans cette région pourraient retarder leur rapatriement. Les pirates somaliens détiennent encore 10 otages iraniens et 3 Kenyans, dont une femme très malade, selon les négociateurs qui tentent d'obtenir leur libération. On revient au Burkina Faso pour les actualités sportives de cette édition. Bonsoir Mamadi Ouina. Bonsoir Nathalie, heureux de vous retrouver ce soir pour parler du sport. Voilà, on va commencer par le championnat d'Afrique de handball qui bat son plein dans la capitale burkinabé. Oui Nathalie, nous sommes en plein 38e championnat d'Afrique des clubs champions et la rampe de lancement de cette compétition a eu lieu vendredi, mais il faut l'avouer, le tournoi est difficile pour les clubs burkinabés. L'AS Douane en hommes et l'AS ONH chez les dames ont du mal à suivre le tempo imprégné par les grands clubs dans cette compétition. Et pour en savoir davantage, nous allons retrouver Amadou Ilbodo et Modest Wedero qui ont suivi quelques matchs de la deuxième journée qui s'est jouée hier au Palais des Sports. Les premiers pas de l'AS ONEA en campagne africaine sont pénibles. Le métier est dur, même si les filles de Boukari Tchandrebego en première période tentent de rester au contact de leur adversaire. Mikishi ou les scorpions venimeux venus de la RDC rentrent dans les vestiaires avec l'avantage au score 16-9. Au retour, Zalissa Kiemde et ses camarades font mieux que se défendre. Elles inscrivent quelques buts, mais brillent surtout par la maladresse et les mauvaises réceptions. Conséquence, Mikishi de Christelle Lengue en profite pour creuser l'écart. Score final 34-25. Je ne dirais pas que l'équipe était au-dessus de moi. Moi, si on remarque bien, la première mi-temps, elles nous ont mis de 7 points, la deuxième de 2 points. Je me dis, au début, on est mal rentré avec le stress. Je suis vraiment très heureuse et je félicite aussi mes coéquipiers et je leur demande de ne plus baisser le bras, de continuer comme ça pour remporter la coupe. Les garçons de l'AS Douane du Burkina Faso, pour leur deuxième sortie dans la compétition, ne font pas mieux. Malgré les arrêts spectaculaires d'Olivier Tuna, l'AS Douane essuie une nouvelle défaite, et cette fois face aux forces armées de police du Cameroun. Junior Kouadio et les siens ont pourtant tenu leur adversaire en respect jusqu'à la pause 13-11. Au retour des vestiaires commencent alors les déboires de l'AS Douane. Les policiers se déferlent dans le camp des douaniers et compilent les buts avec une aisance déconcertante. Score final 30-21 et les justificatifs ne manquent pas.
Pour une compétition qui se joue dans votre pays, et qu'au bout d'un mois, on vous remet 50 000 francs. Et la veille de la compétition, les responsables vous font comprendre qu'on n'a rien pour vous accompagner, on compte sur votre patriotisme pour jouer. Moi, je pense que ce que nous avons montré sur le terrain, c'est du patriotisme. Nous sommes battus avec les armes que nous avons et les hommes que nous avons. Le troisième match de la soirée entre le Zamalek d'Égypte et le Red Star de la Côte d'Ivoire s'est soldé par la victoire des Égyptiens, 38-24. Voilà, Mamadou Ouena, on va parler à présent de cyclisme. Il y a eu course ce dimanche pour mettre en jambe les cyclistes burkinabés à 5 jours du Tour du Faso. Oui, Nathalie, avant, nous allons donner les résultats des deux clubs burkinabés cet après-midi, deux durs. Et l'AS Ona qui s'incline 31-24 devant Forces armées de police du Cameroun. Et troisième défaite de l'AS Douane, battue 33-24 par Widas Mara du Cameroun. Et pour parler du cyclisme, il faut savoir que le Tour du Faso débute dans 5 jours. Et pour cela, la Fédération burkinabé de cyclisme a organisé ce matin une course pour mettre en jambe les coureurs burkinabés. Et il y avait 55 coureurs pour cette course et 18 clubs, dont un club de la RDC qui est déjà au Burkina pour préparer le Tour du Faso. Et au finish, c'est Bachirouni Kiema de l'USFA qui s'impose devant Gimi Mouendo de la RDC et Salif Bikenga de la JCK est troisième. La distance était 127 km 600, couru en 3h10 minutes 30, soit une vitesse moyenne de 40,188 km/h. Alors on va terminer rapidement en football avec la Coupe de la Ligue du Centre. Les finalistes sont l'USFA et l'AS Sonabel. Oui, une fois n'est pas coutume, comme on le dit, on termine par le football avec ces demi-finales de la Coupe de la Ligue du Centre appelée Coupe Antoine Ouedraogo aussi. Cet après-midi au stade municipal Issoufou Joseph Konombo. L'AS Sonabel a battu l'AS Police au tir au but par 4-3. Il faut savoir que dans le temps réglementaire, les deux équipes étaient à un but partout. Et hier, lors de la première demi-finale, l'USFA a battu le RCK par 3-1. Et comme vous l'avez dit tantôt, c'est l'AS Sonabel et l'USFA qui vont se rencontrer le 30 octobre prochain au stade municipal pour la finale. Merci beaucoup, Mamadou Ouena. Et c'est avec vous qu'on met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée du dimanche sur la RTB.